Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Vous avez sans doute suivi l'actualité et vous savez que en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 viennent de prendre le contrôle de la ville de Bukavu, province, capitale de la province du Sud Kivu. Cette victoire importante de la part de la rébellion congolaise fait suite au dernier développement de cette crise congolaise après la prise de Goma, la ville la plus importante de la province du Sud et du Nord Kivu, la prise qui a eu lieu fin janvier 2025. Après la prise de Goma, en réalité, les choses sont allées très vite et les rebelles se sont emparés de plusieurs localités en direction de la ville de Bukavu et ils ont pris, nous avons parlé de Nyabibwe, la cité minière de Nyabibwe. Il y a eu d'autres villes, notamment Kalehe, toutes ces localités-là, justement, amenant vers la ville de Bukavu. Et la ville de Bukavu, comme vous le savez, est frontalière avec la ville rwandaise de Rusizi, anciennement Tchangougou. Et maintenant, il est très facile que le Rwanda, comme le scénario s'est déjà déroulé à Goma, que le Rwanda puisse envoyer des renforts en provenance de son territoire, de Tchangougou, comme ça a été le cas. Avant la prise de Goma, en réalité, il y a plusieurs éléments des, de l'armée rwandaise, des forces spéciales qui ont traversé la frontière. On parlait de 3 divisions, 10 000 hommes qui sont entrés dans la ville de Goma et c'est ce qui était prévu également à Bukavu. Mais comme nous l'avons suivi à Bukavu, il n'y a pas eu de combat. L'armée congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés burundais, se voyant encerclés, ont préféré prendre la retraite et se sont retirés vers Karamanyora, plus au sud. Donc cela veut dire que les rebelles du M23 sont entrés dans la ville de Bukavu sans combat. Ils avaient déjà pris l'aéroport de Kalehe et puis après, ils n'ont pas fourni d'efforts puisque leurs adversaires, l'armée congolaise et burundaise, l'armée congolaise et l'armée burundaise, s'étaient déjà retirés. Et donc, maintenant, la ville de Bukavu est entre les mains des rebelles du M23, on devrait dire plutôt entre les mains de l'armée rwandaise, puisque c'est le Rwanda en réalité qui mène l'attaque. Cela, on l'a dit, on l'a répété, on ne va pas revenir là-dessus. Mais justement, ce dernier développement a des conséquences énormes. Sur le plan militaire, tout le monde se demande ce qui va suivre. Est-ce que l'armée rwandaise ou la rébellion du M23 va continuer à descendre vers le sud? Il y paraîtrait, d'après certaines informations, vous suivez plusieurs médias, certains disent qu'en fait l'objectif principal, c'est se diriger vers Uvira, vers Minembwe et pouvoir faciliter l'attaque d'une autre rébellion factice, cette fois-ci une rébellion burundaise qui voudrait attaquer le Burundi et renverser les institutions de ce pays. Et d'ailleurs, nous avons dit dernièrement
que le président Ndayishimiye et ses services sont au courant et on a suivi les déclarations du chef de l'État burundais. Là, on a dit, on a répété, on ne va pas y revenir. Mais justement, le plan de déstabilisation de la part du Rwanda, le plan de déstabilisation de la région est en cours. Et même si les dirigeants de la région sont au courant, rien ne semble maintenant arrêter le Rwanda. Et vous voyez justement, après la ville de Bukavu, peut-être prochainement, on entendra parler de la prise de la ville d'Uvira et l'armée rwandaise se dirigera vers le sud, comme nous le disions, vers les plateaux de Minembwe. On y reviendra certainement. L'actualité est riche et on verra ce qui va advenir. Mais on est en droit également de se poser la question de savoir pourquoi l'armée congolaise et l'armée burundaise ont préféré se retirer plutôt que de mener des combats comme cela a été le cas dans la ville de Goma. J'ai vu plusieurs réactions. Les uns accusent le chef de l'état-major de l'armée congolaise de trahison, puisqu'ils ont préféré en fait se retirer plutôt que de mener des combats. Ça rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé à Kinshasa en 1997, puisque à l'époque, la FDLR, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, en fait, c'était à l'époque également l'armée congolaise, burundaise et ougandaise, sont entrés dans la ville de Kinshasa sans mener des combats, puisque le général Mayele, qui dirigeait l'armée congolaise, a préféré ne pas combattre, ne pas mener des combats. Et c'est exactement ce qui vient de se passer à Bukavu. Alors, est-ce qu'une trahison? On ne peut pas savoir. Beaucoup de commentateurs affirment qu'il y a beaucoup de traîtres au sein de l'armée congolaise. Mais d'un autre côté, quand on y voit de plus près, l'armée congolaise n'avait aucune chance. L'armée congolaise était parvenue à repousser les assauts de la rébellion de l'armée rwandaise dans certaines localités, notamment Katari, mais cela n'avait pas empêché la rébellion, lourdement armée, l'armée rwandaise, de s'emparer de l'aéroport de Kavumu. Alors, est-ce qu'il fallait combattre et quitte à avoir beaucoup de pertes en vies humaines, quitte à voir la rébellion commettre beaucoup de massacres comme cela a été à Goma où on parle de plus de 3000 morts. D'ailleurs, vous avez suivi les déclarations du président rwandais Paul Kagame qui s'est justifié là-dessus en disant que les 3000 morts à Goma ont été composés essentiellement des combattants des Wazalendo, des FDLR, de l'armée congolaise, comme s'il se sentait coupable lui-même, et justement, c'est lui qui commandite tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que maintenant, il fallait combattre au sud, dans la ville de Bukavu, et risquer d'avoir d'aussi importantes pertes en vies humaines? C'était un choix à faire et l'armée congolaise a préféré se retirer. Est-ce une défaite? C'est une question également qu'on peut se poser. Et j'entends beaucoup de gens qui ont plus d'expertise en matière militaire à dire que souvent il est préférable de se retirer plutôt que d'avoir beaucoup de pertes. Et je pense que c'était le cas à Bukavu. Donc, laisser la ville de Bukavu aux mains des rebelles et aller se préparer ailleurs.
Ce serait donc un repli tactique ou stratégique, je ne sais plus comment on dit, mais c'est un repli. Donc l'armée burundaise et l'armée congolaise sont maintenant à Kamanyola, c'est plus au sud, c'est vers Bugarama. Bugarama, c'est au Rwanda, et puis Kamanyola, c'est de l'autre côté de la frontière de Rusizi, c'est de l'autre côté de la rivière de Rusizi, et donc en République démocratique du Congo. Comme je le disais, on verra ce qui va suivre. On n'est pas devant, on ne va pas savoir euh, la suite. Mais la perte de la ville de Bukavu n'est pas forcément une défaite militaire très cuisante comme beaucoup veulent le faire savoir. Donc on verra le développement. Peut-être que l'armée congolaise et l'armée burundaise sont en train de se renforcer du côté de Kamanyola et que les deux contingents parviendront peut-être à revenir à Bukavu et à reprendre la ville et peut-être remonter plus au nord. Je ne dirais pas ma main à couper là-dessus, mais de toutes les façons, il y a une stratégie militaire qui est en train de se mettre en place. Dans tous les cas, puisque l'armée rwandaise et la rébellion du M23 ont pris le-dessus ces derniers jours, il fallait donc essayer de préserver les vies humaines. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. On ne peut pas blâmer l'armée congolaise, l'état-major de l'armée congolaise, d'avoir pris cette décision très difficile, très douloureuse, mais qui a épargné beaucoup de gens. Ça, c'est qui a épargné la vie de plusieurs personnes. Parce que justement, je le répète, à Goma, il y a eu plusieurs morts. 3000 personnes, c'est beaucoup, c'est énorme. Et encore une fois, il faudra que le Rwanda fasse son examen de conscience. Les massacres qui sont en train d'être commis au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, seront mis. C'est de la responsabilité de Kigali. Cela dit en passant, même si le président, encore une fois, a essayé de se justifier dans cette émission avec le journal français Jeune Afrique, avec le journaliste afféodé à Kigali, François Soudan, cela n'est un secret pour personne. Donc maintenant, il y a eu cette décision, mais qui pour moi visait à épargner les vies humaines à Bukavu. Les vies humaines ont été épargnées. On ne parlait pas encore de massacre, même si je pense que ceux qui savent à comment l'armée rwandaise procède depuis longtemps, il n'y aura pas. Les gens de Bukavu ne vont pas y échapper. Le massacre est peut-être ciblé, peut-être pas aussi important en nombre que ce qui s'est passé à Goma, mais il y aura des massacres. Il y aura des massacres et c'est ce qui arrive souvent avec ce genre d'événements. Il n'y a pas eu de massacre. Les vies humaines ont été épargnées et ça, c'est une chose à saluer. Mais il y a beaucoup de déplacements. Donc, sur le plan humanitaire, déjà, on disait que la crise à l'est de la République démocratique du Congo est la deuxième pire crise humanitaire au monde après celle du Soudan. Maintenant, ça ajoute justement à cela, il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur bien de Bukavu. Depuis déjà l'avancée des rebelles vers l'aéroport de Kavumu, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à fuir. Et la ville de Bukavu, justement, il y a beaucoup de gens qui sont partis de la ville de Bukavu, qui se sont dirigés vers le sud. Donc, ça veut dire des gens maintenant qui souffrent, qui vont avoir beaucoup de souffrances suite à cette détérioration de la situation humanitaire dans la région. Donc, il y a ce plan militaire, il y a ce plan humanitaire qui inquiète.
Sur le plan diplomatique, nous avons vu le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi qui était en déplacement en Europe, qui a participé au sommet sur la sécurité à Munich, c'était en Allemagne, et qui devait se rendre au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, a préféré rentrer dans son pays. Et il a bien fait. Il est rentré dans son pays pour qu'il puisse suivre de près la situation et prendre des décisions qui s'imposent. Il est rentré. Il est revenu dans son pays. Il est maintenant à Kinshasa. Et on va attendre ce qui va se passer après son retour. Qu'est-ce qu'il va décider? Déjà, à Goma, après la prise de Goma, à la fin du mois de janvier, il avait promis une riposte rigoureuse. Ce sont ces mots. Riposte rigoureuse qui, jusqu'à présent, n'a pas eu lieu. Est-ce qu'il va encore une fois prendre la parole et nous dire à ce qu'il va s'en suivre? On attendra. On attendra de savoir. Mais dans tous les cas, il faudra que le gouvernement congolais prenne des décisions. La population attend. Il faudrait des décisions importantes qui puissent se mettre en sécurité et rassurer la population congolaise. L'armée congolaise ne fait que subir depuis un certain temps maintenant, puisque les rebelles, l'armée rwandaise contrôle quasiment la totalité des deux provinces du Sud et du Nord Kivu. Et c'est un vaste territoire. Voilà, c'est sur le plan politique, il faudrait que le gouvernement congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse réagir et annoncer des mesures qui s'imposent. Mais on a dit également qu'il était à Munich, en Allemagne. Lors de son séjour là-bas, il a discuté avec les partenaires internationaux qui participaient à ce sommet. Et il s'est exprimé, et ce qu'il a dit est important également. Il a déclaré que lui ne négociera jamais, son gouvernement ne va pas négocier avec la rébellion du M23. Et pour lui, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, ce n'est pas par manque de respect aux partis adverses, mais il a évoqué ce que nous avons dit ici déjà, longuement, et c'est que la rébellion du M23 n'existe pas, c'est le Rwanda qui l'a créé. C'est une création du Rwanda, le M23 est une création du Rwanda, donc ça ne veut rien dire de discuter avec un instrument alors que le véritable responsable est là. C'est pour cela, dans le cadre du processus de Luanda, le gouvernement congolais préfère discuter avec le pouvoir de Kigali. Et là, on comprend. On comprend parce que c'est le pouvoir rwandais qui est derrière tout ce chaos. Mais l'élément le plus important qu'il a ajouté, le président Tshisekedi, il a amené maintenant un autre acteur important qui est son prédécesseur, le président Joseph Kabila. Joseph Kabila, selon Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, en fait, est le principal instigateur de la rébellion du M23. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent
Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Ça veut dire que, outre le Rwanda, il y a également un Congolais de taille, un Congolais important, qui s'appelle Joseph Kabila, qui est responsable de la déstabilisation de son propre pays. C'est justement important de le savoir. On le savait déjà, selon certaines sources, que le président congolais, l'ancien président congolais, était derrière cette rébellion du M23. Et d'ailleurs, si on parle maintenant de Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale, qui dirige maintenant l'Alliance du fleuve Congo, dont fait partie maintenant le M23, Corneille Nangaa est en réalité quelqu'un qui roule pour Joseph Kabila. Il y a le général Numbi qui a été dernièrement arrêté en Zambie, qui également était derrière la rébellion du M23. Lui aussi est un élément énorme du président Joseph Kabila. Et donc maintenant, on sait qui sont les véritables acteurs de cette rébellion. Il y a le Rwanda, évidemment, le Rwanda a une très grande responsabilité, mais de connivence maintenant avec Joseph Kabila et ce fameux Corneille Nangaa qu'on exhibe maintenant dernièrement devant la presse pour s'exprimer, pour dire, parler des projets, de son projet d'avancer vers Kinshasa, alors qu'il n'en sait peut-être pas grand-chose lui non plus. Donc, il est utilisé par Joseph Kabila et par le président rwandais Paul Kagame. Là, c'est sur le plan diplomatique. Donc, le président Tshisekedi a donné des explications encore sur le pourquoi de ce conflit. Parce que quand on parle du président Joseph Kabila, on ne peut pas s'empêcher de penser aux propos de Paul Kagame quand il dit que Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. Il a dit, lorsqu'il recevait les diplomates dernièrement au mois de janvier, il a dit que le président Tshisekedi n'a jamais été élu, il l'a répété récemment. Mais en réalité, ça renvoie à l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, vous le savez, en 2019, après les élections, il a été dit et répété qu'en réalité, le président Tshisekedi n'avait pas été élu, qu'il avait conclu un deal avec son prédécesseur Joseph Kabila, afin que lui, le président Tshisekedi, arrive au pouvoir. Et justement, c'est là qu'entre en ligne de compte le président de la commission électorale qui est Corneille Nangaa, et que donc on a fait gagner le président Tshisekedi au détriment de notre candidat qui s'appelle Martin Fayulu. Martin Fayulu, jusqu'à présent, il affirme que c'était lui le véritable vainqueur des élections de 2019 et que donc il a été évincé au profit de Félix Tshisekedi qui avait conclu un accord avec le président sortant Joseph Kabila. Donc, le président Tshisekedi n'aurait pas respecté les termes de cet accord qui prévoyait surtout le partage du pouvoir avec des postes au sein de l'administration et que le président Tshisekedi est revenu sur ce qui avait été conclu. Et que le président Kabila maintenant s'est vengé en allant ressusciter en fait la rébellion du M23 qui était en veille, dont les éléments étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda et que donc on a remis sur pied cette rébellion factice pour pouvoir déstabiliser le pouvoir du président Tshisekedi.
Et donc, le président Kabila et le président rwandais se seraient arrangés pour remettre sur pied la rébellion du M23. Ce qui nous ramène également à un autre plan, c'est que le président Kabila, quand il était en place, en fait, il y roulait pour le pouvoir rwandais. Nous l'avons dit ici, mais il faut rappeler que le président Joseph Kabila, qui a été intronisé après la mort de son père, Laurent Désiré Kabila, en réalité, c'était quelqu'un, d'abord, qui n'avait pas d'expérience politique. C'est quelqu'un, tout simplement, qui avait été aide de camp du général rwandais James Kabarebe, et qui donc a été mis au pouvoir, a été placé à la tête de l'État congolais pour servir les intérêts du Rwanda. Et que tous les accords maintenant, ils portent une lourde responsabilité dans cette crise, puisque lui, quand il était au pouvoir, il facilitait la signature des accords entre les rébellions créées par le Rwanda et le pouvoir de Kinshasa qu'il contrôlait, et que donc ça permettait au Rwanda d'avoir une influence considérable sur le déroulement des affaires, de la gestion des affaires du pays, la République démocratique du Congo. Et donc, le président Tshisekedi a parlé en Allemagne, il a parlé de la responsabilité de Joseph Kabila, et maintenant, il a ouvert les yeux à beaucoup de ses compatriotes. Sur le plan diplomatique également, il y a maintenant le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le 38e sommet de l'Union africaine qui est en cours à Addis Abeba, et tout le monde est revenu là-dessus. Le président rwandais s'est exprimé encore une fois, il a nié être impliqué dans la crise congolaise, comme il l'a toujours fait, il nie, il ne reconnaît pas que son régime soutient la rébellion du M23. Il continue de nier l'évidence. Maintenant, tout le monde le voit. Et puis, la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, qui représente le président congolais, donc qui a décidé de ne pas se rendre à Addis Abeba, s'est exprimée, a accusé le Rwanda officiellement. Et d'ailleurs, j'ai vu que lors du discours de la première ministre congolaise, le président rwandais a préféré quitter la salle, ce qui veut beaucoup dire. Et il y a eu également les propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui était également à Addis Abeba et qui a appelé aux négociations entre les belligérants. People have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The conclusions of the recent joint EAC-SADC summit offer a way forward, with a renewed call for an immediate ceasefire and new momentum for regional efforts based on the Luanda and Nairobi processes. Now is the time for swift implementation. And you can count on the continued support of the United Nations, including MONUSCO. In the Sahel, the clear... Et lui, il dit justement que le gouvernement congolais doit négocier avec la rébellion du M23, ce que ne veut pas le gouvernement congolais pour des raisons qui ont été expliquées, nous l'avons dit, par Félix Tshisekedi lui-même. Et le chef de l'ONU
vient maintenant appeler encore une fois au dialogue. Comme s'il ne suivait pas l'actualité. Rappelons maintenant que dernièrement, le week-end dernier, il y avait le sommet conjoint dont on a parlé, le sommet conjoint entre les chefs d'État et de gouvernement des États de l'Afrique australe et orientale, la SADC, et les chefs d'État et de gouvernement des États de l'Afrique de l'Est, EAC, qui se sont réunis à Dar es Salaam et qui ont appelé aussi au dialogue. Nous en avons parlé ici. Ils ont appelé le gouvernement congolais à dialoguer avec la rébellion du M23. Mais le gouvernement congolais a affirmé plus tard qu'ils acceptent, que le gouvernement congolais accepte de négocier avec le rebelle du M23, mais dans le cadre du processus de Nairobi. Donc, cela veut dire que ce ne sont pas des négociations directes, c'est plutôt des négociations dans le cadre du processus de Nairobi avec d'autres groupes armés qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire qu'en réalité, les résolutions du sommet de Dar es Salaam ont fait petite. Parce que les négociations directes n'auront pas lieu selon le gouvernement congolais. La mise en place du cessez-le-feu qui devait être immédiat n'a pas eu lieu puisque les rebelles ont continué à avancer et qu'ils viennent de prendre la ville de Bukavu, que la réunion des chefs d'état-major de ces pays-là, de la SADC et de l'EAC, qui devaient se rencontrer dans 5 jours, cette réunion n'a jamais eu lieu, et ainsi de suite. Donc, la réunion, les résolutions du sommet de Nairobi, du sommet de Dar es Salaam, ne seront certainement pas mises en application, puisque les principales déjà, le cessez-le-feu et l'appel au dialogue, on voit qu'en fait, c'est déjà tombé à l'eau. Et voilà Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, qui vient encore une fois dire ce qui avait été dit à Dar es Salaam, appeler au dialogue entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23, des négociations directes, comme il le dit. Et je pense que encore une fois, le gouvernement congolais va rejeter cela, comme le président Tshisekedi l'a affirmé à Munich, il ne négociera jamais avec la rébellion du M23. Voilà donc les développements. Il y a le terrain militaire, il y a la crise humanitaire qui s'ensuit, et il y a maintenant ce volet diplomatique qui continue. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais avant de clore ce dossier, il faudrait encore une fois évoquer la crise, la situation dans cette région. On voit le sommet conjoint entre l'EAC et la SADC qui n'a donné rien du tout de concret. On voit maintenant l'Union africaine, le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba qui se penche sur ce dossier. Et je peux vous jurer que ça ne donnera rien non plus. Il y aura des déclarations qui n'auront pas d'effet. Pourquoi? Parce que dans cette région-là, il y a des intérêts divergents. Il y a les pays de l'EAC, notamment le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, qui ont des intérêts à défendre dans l'est de la République démocratique du Congo et qui opèrent selon certaines informations pour le compte d'autres puissances occidentales essentiellement. Donc, si le Rwanda veut déstabiliser cette région avec le soutien de l'Ouganda et du Kenya,
c'est qu'il y a d'autres puissances qui sont derrière. Et puis, de l'autre côté, il y a les pays de la SADC, comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie, l'Angola, et le Burundi, qui n'est pas membre de la SADC, mais qui, en fait, a des liens étroits avec les pays de la SADC. Et ces pays-là veulent justement s'opposer aux velléités expansionnistes du premier bloc composé par le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Et quoi qu'on en dise, qu'on discute, qu'on fasse des sommets, si ces blocs-là n'arrivent pas à s'entendre, il n'y aura pas de progrès tangible. Et c'est pour cela justement qu'on s'inquiète dans cette région, parce qu'on a peur que la guerre se généralise sur le fond de ces intérêts qui divergent. Et le même jour où les rebelles prenaient la ville de Bukavu, en Afrique du Sud, on enterrait avec les honneurs les 14 militaires sud-africains tombés sur le champ de bataille dans le nord Kivu, lors de la prise de la ville de Goma par les rebelles. And tonight we have mourned and in a way celebrated the lives of the 14 soldiers that we lost. And I had the opportunity to meet the families and comforted them, but also told them that their sons have not died in vain because they were serving a noble cause, and a cause that we as South Africa have been involved in for many years, to ensure that there's peace on our continent and that there's security. So we are committed to continue serving, but at the same time we want to make sure that there is peace on our continent. So our mission is peace. Et quand on voit les honneurs qui ont été rendus à ces soldats, les drapeaux qui ont été mis en berne, les déclarations des politiciens, tout le monde comprend qu'en réalité, cela n'est que le début. Donc la prise de Bukavu a été prise, après celle de Goma, mais également quand on voit ce qui se passe tout autour, on comprend qu'en réalité, on n'est qu'au début d'un conflit qui peut être général. Et ici, nous avons parlé des déclarations du président Ndayishimiye qui était dans la province de Kirundo, frontalière avec la province de l'Est au Rwanda, où il a fait quasiment une déclaration de guerre lorsqu'il a affirmé que s'il est attaqué, son pays est attaqué, il attaquera également. Ce n'est pas anodin, on l'a dit. Le repli de son armée et le repli de l'armée congolaise à Bukavu, qui ont préféré se retirer vers le sud, ne veut pas dire qu'ils ont dit leur dernier mot. Et donc, ce que nous voulions dire également, c'était justement évoquer cette actualité liée à la prise de Bukavu, mais également des développements sur le volet diplomatique et notamment, on ne va pas encore très clair, mais peut-être que les prochains jours nous réservent beaucoup de surprises. Je ne veux pas aller jusqu'à alarmer l'opinion, mais si la guerre se généralise, maintenant ça ne va étonner personne, parce qu'on va vers là. Et comme l'a dit, je vais terminer là-dessus, comme l'a dit le président Tshisekedi à Munich, la communauté internationale devra prendre la responsabilité de ce qui peut se passer après. Parce que le Rwanda semble impuni, envoie son armée, prendre la ville de Bukavu, après celle de Goma, continuer d'avancer peut-être vers le sud. Et puis les puissances occidentales, l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies comme
Antonio Gutiérrez le disait à Addis Abeba, continuer à appeler au dialogue, à condamner, à appeler le Rwanda à retirer son armée sans aucune action concrète, sans aucune sanction. Cela veut dire effectivement que peut-être il y aura d'autres puissances qui prendront leurs responsabilités, qui engageront des actions concrètes, et cela peut avoir des conséquences inconsidérées sur la paix de la région, sur la sécurité régionale, non seulement dans la région des Grands Lacs, mais également sur le continent africain en général. Et cela peut d'ailleurs rabattre les cartes sur le plan géostratégique. Et c'est justement cela qu'on craint. Mais on va continuer à suivre et on y reviendra certainement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos.